Salut Valentin. Salut Alors c'est un Bruno. peu particulier pour moi de t'interviewer, puis on est des amis super proches, on se connaît depuis 6 ans. Et la raison pour laquelle je voulais t'interviewer aujourd'hui, c'est que tu es une des personnes que je connais qui connaît le mieux un truc qui est passionnant de mon point de vue, qui est une approche qu'on va appeler dite de Bill Plotkin, dont on va parler. L'histoire, c'est que moi je suis très sensible à quelque chose qu'on appelle l'approche ou la philosophie intégrale, qui, en 2 mots, est une sorte de méta-théorie, une méta-approche des autres approches, qui essaye d'organiser tout ça, qui couvre un certain nombre de choses comme ce qu'on appelle les 4 cadrans, le beau, le bon, le vrai, réactualisé à la mode d'aujourd'hui, différentes étapes de progression. Et ça, c'est un truc que je t'ai fait découvrir. Oui. Et donc, du coup, je sais que ça t'a beaucoup influencé, y compris dans ta manière de travailler, c'est pas uniquement personnellement. Tu as fait une vidéo où tu expliques comment ça t'a influencé toi dans ta vie et alors j'aurais dû peut-être dû dire que tu es le fondateur et propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Kumiko Matcha, qui vend le meilleur matcha bio en France. Et ça c'est vrai, donc j'ai pas de problème de faire de la pub. Moi j'en bois au moins 2 fois par jour, ce qui explique mon teint jeune et frais malgré mon âge très avancé. Donc je mettrai le lien de la vidéo où t'expliques ça. De la même manière que moi je t'ai fait découvrir modestement l'approche intégrale, toi tu m'as fait découvrir Bill Plotkin, qui me semble-t-il est quelque chose qui complète, j'ai envie de dire, parfaitement, et même peut-être, j'ai envie de pousser peut-être de manière un peu indispensable. L'approche intégrale est assez mentale et par exemple dans sa manière d'envisager les différentes étapes d'évolution que peut avoir un être humain, de l'enfant à l'adolescent et les différents stades quand tu es adulte, c'est un truc qui peut continuer semble-t-il. Alors que Bill Plotkin, tu vas nous en dire plus que quelques mots, lui propose une autre approche. Et moi, donc j'ai lu un certain nombre de livres de Bill Plotkin que tu m'as conseillé, et c'est vraiment ce qui m'a touché, c'est que c'est cette approche complète avec ce côté que j'ai envie de dire cyclique, c'est-à-dire que ça prend en compte que dans la vie de la plupart des gens, on va naître, on va se développer, on va devenir vieux et on va disparaître. Alors, comment tu décrirais, on va prendre notre temps, mais comment tu décrirais, si tu avais quelques minutes avant qu'on approfondisse, ces différentes étapes de l'évolution telles que c'est vu par Bill Plotkin, ou comment tu voudrais présenter l'approche Bill Plotkin autrement? Ok. Alors je pense qu'on peut commencer par le commencement, c'est que moi j'ai découvert Bill Plotkin et ses œuvres et ses livres en recherchant un peu dans le monde de Ken Wilber. Je sais plus si c'est Ken Wilber qui l'avait cité dans un de ses livres ou dans des articles de ce monde intégral. Et du coup j'ai trouvé le principal livre pour moi de Bill Plotkin qui est Nature and the Human Soul. Bill Plotkin en fait il a une approche qui est passionnante parce que là où l'approche intégrale et Ken Wilber, ils ont donc il y a le grow up et il y a le wake up entre autres, et qui est alors le grow up, c'est en français. Okay. Donc le grow up, c'est de Ken Wilber, c'est comment on évolue dans notre stade de conscience en passant en gros, mais il y a plusieurs façons de le voir, mais en gros de égocentrique à ethnocentrique à world-centric en anglais, à cosmocentric. Donc c'est-à-dire comment ton stade de conscience évolue à travers ces stades, que tu sois n'importe quel âge tu es en fait. Peut-être que certains connaissent ce qu'on appelle la spirale dynamique, voilà, c'est complètement la même chose. Voilà, avec le code basé sur les couleurs, etc. Donc ça c'est grow up. Mais j'allais plus parler du wake up de l'approche intégrale, qui est très basée sur la spiritualité ascendante, c'est-à-dire... Wake up, on va dire, c'est l'éveil, quoi. C'est l'éveil. Ce qu'on appellerait en français les différentes étapes d'éveil. C'est comment tu atteins des états de conscience qui sont différents. Par exemple, où ta capacité à atteindre des états de conscience qui sont décrits dans plein de spiritualités, comme avec plusieurs différentes étapes dans ces états de conscience, et un peu avec une sorte de
d'objectif, entre guillemets, enfin c'est pas un objectif, mais une sorte de chemin. De chemin vers faire le tout, enfin faire un avec tout ce qui est, ou faire zéro, enfin c'est vraiment une sorte de... C'est le courant, un des courants principaux de la méditation tel qu'on en parle aujourd'hui, qui est tu laisses les pensées passer, tu ne t'attaches pas aux pensées, et les prochaines étapes, c'est que tu atteins un état ou que tu peux atteindre, ou que les grands moines ou les grandes personnes spirituelles peuvent atteindre, un état de conscience ultime où tu es à la fois tout et rien. En gros, c'est comme ça que je le comprends. Là où Bill Plotkin il a une approche différente ou un regard différent, ou un regard complémentaire plutôt, c'est que lui, il montre, mais attendez, il n'y a pas que la spiritualité ascendante, qui a plein de mérites et qui est géniale. Il y a aussi, de l'autre côté, à l'opposé, la spiritualité descendante. Et cette spiritualité descendante, entre guillemets, c'est celle qui descend dans les profondeurs de ton être. Et selon Bill Plotkin, en gros, pour lui, il fait le parallèle à un moment dans son livre sur tous les animaux, ils ont par instinct une niche, une éco-niche. Une niche écologique. Voilà, une niche écologique, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, un oiseau qui va se nourrir de tel insecte, qui va créer cette niche. En fait, c'est cette sorte d'harmonie avec la nature, avec plusieurs choses ça crée un système en fait. Il est là où il doit être. Qui est harmonieux, il est là où il doit être, et donc c'est sa niche écologique. Et tous les animaux, ils ont ça par instinct en fait. Enfin, il n'y a pas des animaux qui se posent des questions, genre qu'est-ce que je dois faire dans ma vie Ils se lèvent pas le matin en disant c'est quoi ma mission sur Terre. Exactement. Ils savent. Voilà. Donc, et en fait, les humains, on est, pour le meilleur ou pour le pire, on est les seuls à avoir cette sorte de question ou cette conscience, et surtout le fait que par défaut, on a souvent, ou la plupart du temps, on n'a pas cette niche écologique qui est instinctuelle ou qui est déjà là pour nous en fait. Et donc on doit la cultiver, la laisser venir à nous, la trouver en fait. Et donc Bill Plotkin il décrit beaucoup ce fait que en fait selon lui, donc nous les humains on est la nature, on fait partie de la nature autant qu'un arbre, qu'un oiseau, ou je sais pas quoi. Et du coup, on doit trouver aussi notre niche écologique, le cercle vertueux dans lequel on peut se mettre pour accomplir notre mission, ou notre purpose en anglais, je sais pas comment on dirait, notre raison d'être, notre ikigai en japonais. Et donc, toute l'idée de la spiritualité descendante, c'est comment se mettre en contact avec cette partie de nous, qu'il appelle en anglais la soul. En français, on dirait notre âme, mais je pense que c'est un peu connoté différemment. Peut-être que j'utiliserai le mot soul pour décrire ça en fait. Donc j'entends deux choses, tu me dis si j'ai pas bien compris, c'est donc à l'opposé ou en complément des formes de spiritualité à la fois plus classiques dans les religions qu'on peut trouver, et celle qui est le plus connue aussi actuellement, en tout cas pour ceux qui méditent et qui s'intéressent à ces sujets-là. Là ça complémente. Et moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué dans ce livre dont tu parles, qui est Nature and the Human Soul. C'est de retrouver, comment dire ça, pas son animalité, parce que ça fait un peu bizarre, mais sa place, pas que d'être éthéré, détaché de la terre, de la nature, mais au contraire, c'était voilà, comment je vais trouver ma place sur Terre, mais pas simplement au sens est-ce que je dois être plombier ou coiffeur. Pas que parmi les humains. Voilà, c'est la place en général. Voilà, sur Terre. Parmi les humains et les non-humains, qui comprend les animaux, mais aussi les rochers, les arbres, etc.
Et en fait, donc Bill Plotkin, il a son livre Nature and the Human Soul, il a écrit sur, selon lui, une sorte de roue du développement, qui est un cycle, qui est basé sur ton stade psychologique et en même temps aussi un petit peu ton âge. En tout cas pour le début. Donc au début, peut-être qu'on va montrer la roue à l'écran. Ouais, je montrerai l'écran. Je montrerai la roue, pardon. Au début de cette roue, tu es au stade nourrisson. Et donc au stade nourrisson, après tu as le stade première enfance. Ensuite tu as deuxième enfance. Ensuite tu as une sorte d'adolescence. Et puis en fait chaque stade est basé sur des mots en lien avec la nature. Et selon lui, c'est une roue de développement qu'il appelle eco-soul-centric, c'est-à-dire centré sur ton âme, ton purpose, et eco, c'est-à-dire qui est basé sur notre appartenance à la nature, notre appartenance pleine à la nature. Et donc, c'est une roue qui est passionnante parce qu'elle donne des clés qui sont différentes de la partie Grow Up qu'on a mentionné de Ken Wilber ou de la spirale dynamique, parce qu'elle est basée sur ton âge ou ton niveau de développement et ton âge psychologique. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, peut-être que ce que je peux dire, pour ceux qui connaissent les différentes formes de développement, les premières phases, même si c'est pas exactement pareil, et même s'il apporte des points très importants, je sais pas si tu pourras en parler, de comment on peut évoluer les différentes transitions, mais on va dire que les premières phases, on va dire nourrisson, petit enfant, avant l'adolescence, ça ressemble. Enfin, on retrouve tout ce qu'on a tout ce qu'on peut lire sur les différentes étapes de développement. Ça va pas être dit exactement pareil, mais ça se ressemble. C'est surtout après ou à ce moment-là que ça commence à diverger et à vraiment compléter. Ouais, merci Bruno pour ces points. Donc, ce que je pourrais dire sur les premières phases, pour moi, elles sont super inspirantes parce que elles me font penser à si je deviens parent. Ça donne trop envie d'appliquer ces phases, et toutes les phases elles sont basées sur deux axes principaux, donc chaque phase a un cadeau à offrir. Donc par exemple, je me rappelle que la première phase, celle du nourrisson, c'est que en tant que nourrisson qui existe, ton cadeau le cadeau au monde, voilà, c'est je me rappelle, c'est l'innocence. C'est le cadeau d'un nourrisson au monde, et c'est l'innocence. C'est qui t'apprend l'innocence. Et l'innocence, après, c'est la base de plein de choses développementales. Malheureusement, si tu n'as pas, en tant que nourrisson, si tes parents n'ont pas créé le bon espace pour que tu puisses cultiver ton innocence, il y a des choses après, il explique des choses qui ne vont pas, qui vont pas bien se passer dans ton développement psychologique, psychonaturologique en cours, en gros. Et donc chaque stade a un cadeau, et chaque stade a une tâche, et plutôt une tâche qui est décomposée en deux tâches, une tâche sur la nature et une tâche par rapport à la culture. Donc il y a toujours nature et culture. Et le culture est dans le côté social. Voilà, le culture c'est entre humains. Le côté social, et le côté aussi toi, par exemple au stade il y a un des stades, c'est la deuxième enfance entre guillemets, c'est à partir de 3 ou 4 ans je crois, jusqu'à la puberté. Et dans ce stade, ta tâche par rapport à la culture, c'est de développer c'est de continuer le développement de ton ego. C'est le moment, à partir de 3 ou 4 ans, où tu te rends compte que, en tant qu'enfant, tu te rends compte que tu es meilleur à comprendre quels sont tes besoins que tes parents. Et en fait, c'est un choc, et ça arrive au début donc, de ce stade, vers 3-4 ans, c'est un choc énorme pour l'enfant, il explique, parce que avant en fait t'es un nourrisson, donc tes besoins en fait sont tous offerts par tes parents ou par tes caretakers, par les personnes qui s'occupent de toi. Donc et puis
Mais à un moment, en fait, il se passe que tu as des blessures qui se créent et qui sont nécessaires. Par exemple, tu vas avoir faim, par exemple, et tu vas demander à manger, mais peut-être ton père ou ta mère va te dire bah non, c'est pas l'heure de manger, ou voilà, ça c'est un exemple bête mais qui arrive, et du coup, bah toi t'as une blessure de waouh, non, j'ai faim. Et du coup, en fait, cette blessure elle est nécessaire, et plein d'autres en fait qui sont nécessaires pour le développement de ton ego en tant qu'enfant, parce que tu te rends compte que que tu es différent des autres, et que tu sais mieux connaître tes besoins. Donc voilà, ça c'est juste un exemple d'une tâche dans la partie culture, et aussi une tâche dans la partie nature. À ce même stade, c'est par exemple de comprendre que tu fais partie de la nature. Et donc en fait, ouais, c'est trop inspirant ces premiers stades, parce que ça donne trop d'idées pour en tant que parent ou futur parent. Alors ça, sur ce truc-là, moi je me souviens quand je l'ai lu, alors ça n'est pas du tout un livre sur pour les parents, sur comment éduquer ses enfants, et moi de tout ce que j'ai lu, c'est juste le meilleur livre pour des parents pour réussir l'éducation de leurs enfants. C'est absolu. Chaque page, je me disais, mais c'est incroyable. Si tu as des enfants, ça te permet de comprendre, ça te permet de, si tu m'autorises, de pas merder, ça te permet de récupérer quand il y a des problèmes. Donc c'est pas le sujet principal, mais ça explique tellement bien les différentes étapes que c'est absolument fascinant. Oui, et aussi, ça te montre aussi qu'il y a des choses peut-être que... Enfin, moi, en tout cas, je me suis rendu compte que dans ma vie, il y a des choses que je devrais revisiter. Et ça, c'est un des points, c'est que si tu veux évoluer dans les stades, en fait, il faut que tu aies réussi plus ou moins bien à accomplir les tâches et à offrir ton cadeau. Et ces tâches dans la nature et culture, il y en a certaines qui, moi, dans mes lectures, qui m'ont donné envie de revisiter ça. Et c'est possible de plein de manières, en fait. Donc après ces parties qui sont dans l'enfance... Alors attends, juste pour préciser un truc, peut-être qu'il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi évoluer et là, typiquement, je peux dire que c'est évoluer pour finir en tant qu'adulte, et on verra même après en tant que... plus vieux qu'adulte, c'est simplement être à chaque étape en harmonie, si je puis dire, trouver sa place, sa niche écologique, être en harmonie à la fois avec le monde de la nature et le monde des humains. Le monde des humains, le monde non humain. Donc c'est pas genre pour évoluer, pour être meilleur, pour être plus fort. Non. C'est pour à chaque étape, être à sa place et se sentir en harmonie à la fois avec ce que j'ai appelé le monde social. Donc ça, c'est vraiment un truc, moi, qui m'a marqué. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui, mais même, merci Bruno. Ce que je voudrais ajouter, c'est que pour Bill Plotkin, ou en tout cas de ce que j'ai compris, bien sûr, de Bill Plotkin, tu vas, en fait, peu importe, tu vas évoluer. Mais tu vas soit évoluer dans la partie eco-soul-centric, soit tu vas évoluer dans la partie égocentrique. Donc chaque stade... en fait, en gros, à tous les stades, il y a des trucs qui peuvent foirer, ou tu peux avoir des accidents de vie, ou notamment au niveau des stades de l'enfance, où c'est pas toi qui es en contrôle, c'est tes parents. Donc voilà, il peut y avoir toujours des accidents ou des trucs qui malheureusement se passent pas bien. Et à tous les stades, en fait, tu as un stade équivalent qui est dans la partie égocentrique, et qui se développe surtout dans les stades qui sont après la puberté, ou après la teenagehood, comme on dit ça en français. L'adolescence. Et à ce niveau-là, en fait, c'est un des endroits dans la roue qui est le plus dangereux de tomber dans le narcissisme, l'égocentrisme. Et en fait, et ça, c'est la première étape, parce qu'après, tu as d'autres étapes. Là, je me rappelle plus, mais on peut montrer la roue. Alors peut-être pour résumer, donc tu peux te développer, suivre une sorte le cycle de ta vie, quoi, ce que lui il appelle et qui symbolise comme une roue. Et tu vas avoir une vie harmonieuse où tu vas être... encore une fois, il y a toute une partie, c'est pas toi qui gère ton développement quand t'es petit, enfant et le début de l'adolescence.
Et puis après, bah, si tout se passe bien, si tu passes bien toutes ces étapes, non seulement tu vas trouver ta place, on va dire, dans le monde, mais à chaque étape, tu vas devenir un adulte, j'ose pas dire équilibré, je sais pas ce que ça veut dire, mais et ça va se terminer, même tu vas devenir sage. Un sage au sens du vieux sage qui va pouvoir être un guide pour les générations suivantes. Moi, je sais que cette partie-là m'a énormément touché parce que c'est pas un secret, je suis plus âgé que toi. Et je me suis dit, ça te donne envie de vieillir. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de vieillir, de voir le chemin, de se dire, ah ouais, tiens, je vois cette voie. Donc ça, c'est quand tout va bien. Et puis, comme tu l'as dit, tu as la voie qu'on va appeler égocentrique. Et là, tout va mal. Par exemple, typiquement, au lieu de devenir un sage, tu redeviens une sorte d'adolescent fou. T'es à la retraite et ton seul but, c'est de t'amuser et de dépenser l'argent. Donc t'es un ado, mais qui statistiquement a un peu plus d'argent. Et tu termines en régressant, même potentiellement à redevenir un petit bébé. Voilà. Donc il montre vraiment, j'ai envie de dire, il y a un chemin où tout se passe bien pour toi et pour tout ce que tu vas offrir aux vivants, aux humains, aux non-humains. Et puis il y a la voie où ça merde. Et peut-être que je peux rajouter qu'en plus il montre très très bien que tout le monde dans lequel nous vivons est un monde super égocentrique qui te fait statistiquement prendre la mauvaise voie. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, carrément. Et en fait, il parle beaucoup du fait que on est assez bon sur les tâches liées à la culture. Quoique, en fait, à chaque stade, ça peut ne pas bien se passer. Et surtout, on est complètement déconnecté des tâches liées à la nature. Et de comprendre à quel point on fait partie intégrante de la nature. Voilà. Après, je voulais toucher peut-être par exemple un ou deux stades particuliers. Ouais, génial, parce que ça donne des exemples. Voilà, pour donner des exemples. Un des stades intéressants, importants, c'est l'oasis. Il appelle ça l'oasis, même The Wanderer in the Oasis, je crois. Pas le promeneur, mais je sais pas comment, le promeneur un peu perdu dans l'oasis. C'est un des trucs qui est top, c'est qu'à chaque fois il donne des très belles images, à la fois très poétiques, et tu vois tout de suite de quoi il parle quand il le dit. Alors il faut qu'on revienne sur ce point, c'est le point imagination, c'est un des points très très importants sur Bill Plotkin, mais on va y revenir après. Ce que je voulais dire là sur l'oasis, en fait l'oasis c'est le moment où généralement qui arrive dans l'adolescence, où tu as assez suffisamment développé ta personnalité, ton ego, ta présence dans le monde, à la fois le monde culturel et le monde naturel, et que là en fait tu arrives, c'est comme si tu avais traversé un désert, et là tu arrives à une oasis, il y a plein de choses qui se passent, il y a des marchands, il y a des gens de toutes les couleurs, de tout plein d'endroits différents qui sont là, donc tu vois, imagine un peu une oasis comme ça où tu arrives et il y a de l'eau, il y a des arbres, tout est envoûtant, tout est excitant et intéressant. Et c'est l'époque où quand tu es dans l'adolescence ou le milieu, la fin d'adolescence, tu commences à découvrir plein de choses et tu es plus par toi-même, tu es moins dans la sphère... D'ailleurs, c'est une des tâches, c'est de quitter de manière consciente et de manière bien faite, mais de quitter ta sphère parentale. Parce que tu explores de toi-même le monde et donc c'est un super beau stade, et en fait le problème par contre c'est que la majorité, selon Bill Plotkin, la majorité des gens restent bloqués en fait dans cette étape adolescente qui se transforme vite en étape égocentrique et narcissique dans ces états qui sont sick, entre guillemets, qui sont dans les états malades de ce stade. Et en fait, après ce stade, il y a un stade... C'est là, alors juste pour ce stade, c'est vraiment une des bifurcations. Il y a d'autres problèmes qui peuvent être faits avant et qui peuvent être réglés, mais là, il y a une grosse bifurcation. C'est-à-dire que soit tu vas être dans un monde... où ton âme va être en harmonie avec l'écho, je sais pas comment appeler ça, le reste du monde, ou alors tu commences ta vie égocentrique. Et pour le côté parent, moi par exemple, ce qui m'a marqué dans cette phase-là, le côté le promeneur explorateur, c'est que moi, quand je voyais des fois des adolescents ou post-adolescents, je sais pas, 15, 22 ans, ça dépend des gens,
mais j'avais envie de leur dire, comme je pense beaucoup de parents, mais voilà, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il faut que tu trouves, là, faut que tu décides, comme on a tendance à le faire de plus en plus tôt. Alors qu'en fait, ce que nous dit Bill Plotkin, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire, au contraire. C'est le moment où il faut écarter, aller se promener, découvrir pour justement trouver ce que tu veux faire. C'est qu'il faut pas serrer le chemin à ce moment-là, mais au contraire, c'est le moment. Donc moi, ça a complètement changé mon rapport aux adolescents et jeunes adultes. Oui, d'ailleurs, là, en fait, là, une des tâches du côté culture de l'Oasis, c'est de te créer une présence authentique dans la société où tu as ton cercle de société, ton cercle culturel. Et notamment, ça passe par avoir un job ou avoir une occupation qui te rend plus ou moins autonome, ou en tout cas le début de ça. Mais c'est pas le moment en fait selon Bill Plotkin, de décider ce que tu vas faire pour toute ta vie par exemple. Et à l'issue de ce stade que tu passes, qui se passe en fait entre chaque stade, il y a une sorte de passage qui est aussi nommé un passage. Donc à l'issue de ce stade, on arrive dans le stade qu'il appelle le cocon. Et le cocon, c'est le moment où dans la partie healthy, la partie qui a fonctionné Alors il n'arrête pas de parler en anglais parce que désolé. le livre est en anglais. Voilà. Donc quand tout va bien... voilà. Donc quand tout va bien, tu arrives dans le cocon. C'est le moment où tu as vécu l'Oasis, tu as découvert plein de choses et en fait ça suffit plus parce que tu commences à te poser des questions sur qu'est-ce que je suis là pour faire, c'est quoi mon purpose, c'est quoi ma raison d'être et ma place. Et voilà, ma place. Et entre autres, et d'autres questions comme ça. Et c'est un stade qui est peu atteint et aussi qui est très difficile selon Bill Plotkin, de naviguer avec succès. Parce que ce qui arrive dans cette phase du cocon, c'est qu'il prend cette métaphore de la chenille qui devient un cocon, et que dans ce cocon, elle va complètement se transformer, se métamorphoser en un papillon, qui va être du coup une forme. Les deux formes sont complètement différentes. C'est le même être, mais deux formes complètement différentes qui ont évolué. Et au niveau, pour nous, en fait, à quoi ça correspond, c'est le moment où tu... Alors, je sais pas exactement super bien le décrire, donc il faut aussi lire le livre, mais c'est le moment où tu découvres, où tu es à l'écoute et tu découvres de plus en plus la vision ou l'image ou le sentiment de ta raison d'être qui est basée sur la nature, eco-soul-centric. Donc par exemple, lui, il raconte sa propre histoire, où pour lui, en fait, il était guide de nature, et après beaucoup de moments dans la nature, en gros, il a eu une vision ou un moment où un papillon est passé, et lui a dit un mot. Après, dire, ça peut vouloir dire dans l'imagination ou même auditivement, je sais pas, mais qu'il a dit un mot, je crois que c'était Cocoon Weaver, et ça en gros c'est une image c'est une soul image, ce qu'il appelle une soul image. Alors Cocoon Weaver, c'est celui qui tisse le cocon. Tisse un cocon, voilà. Et pour lui, ça a déroulé, ça a eu tout un déroulé de choses que ça voulait dire dans sa vie, ces deux mots, qui pour nous veulent pas dire plus que ce qu'on a dit là, mais pour lui, ça a eu beaucoup de signification par rapport à son passé et par rapport à surtout la manière dont ça résonne en lui. Et en fait, il y a beaucoup de travail, tu l'as dit, sur l'imagination. Donc parfois ça peut paraître un peu chamanique. Ça peut paraître un peu barré. Peut-être que ça l'est, en l'occurrence, au sens le plus noble, originel, de retrouver ce contact avec la nature. Et peut-être que tu en reparleras, mais justement le contact avec la nature est très important. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que tu as parlé des passages. Ça paraît, la manière dont on en parle, des fois un peu passable, mais en fait c'est très détaillé. Quels sont les rites de passage qu'on peut faire pour bien évoluer, et encore plus important,
quels sont les rites de passage qu'on peut faire quand on les a ratés. C'est-à-dire que le truc génial, c'est que s'il y a des trucs qui va pas bien dans ta vie, ou si justement tu as pris un peu le mauvais chemin, eh bien tu peux revenir et faire ce que t'as pas pu faire, ou ce qu'on t'a pas laissé faire dans la petite enfance, dans la jeune adolescence, dans la post-adolescence, etc. Donc ça donne des outils très très pratiques. Le truc aussi, je voulais dire, parce que voilà pourquoi on dit le livre est en anglais, je vais vérifier, mais à ma connaissance, il n'est pas encore en français. Et si j'en parle, c'est que moi, ça vaut le coup qu'on parle de ces trucs-là en français. Moi, je me ressens un peu comme il y a 30 ans, quand j'ai découvert l'approche intégrale, où pratiquement tout, il n'y avait qu'un livre qui existait en français à l'époque sur le sujet, et il y avait vraiment des trucs que j'avais envie de partager justement en français. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Bill Plotkin, aujourd'hui, je ressens un peu la même chose. C'est-à-dire que, est-ce que c'est aussi important et tout, j'en sais rien. Mais des trucs qui me paraissent en tout cas très 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 importants, qui sont pas encore totalement disponibles. Donc d'où l'importance de ce que tu partages avec nous. Moi, tout ce que je peux trouver en français, je le mettrai en français. La roue, tout ça, c'est en anglais. Mais enfin, c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, je faisais cette parenthèse pour dire que pour moi, c'est super précieux ce que tu nous dis. Parce que je pense que c'est vraiment un truc dans 30 ans ou dans 50 ans, je pense qu'on en parlera. Est-ce qu'on parlera de Bill Plotkin ou d'autres qui auront repris ce que lui il dit, j'en sais rien. Mais de cette approche-là, moi je suis assez convaincu, ça fait 30-35 ans que je travaille sur ces sujets-là, que ça va être un truc majeur. Voilà, excuse-moi. Oui, donc carrément. Et en fait, moi alors j'ai découvert Bill Plotkin il y a à peu près 2 ans. Et donc le premier livre que j'ai lu, c'est Nature and the Human Soul, qui décrit cette roue de l'évolution. Il a fait aussi d'autres livres qui sont liés à ça, et liés à, selon lui, le problème ou le challenge principal de nos temps aujourd'hui. C'est pas que... Enfin, c'est le moment du cocon, le moment où si tu as réussi à sortir de la phase dangereuse qui peut se transformer en phase narcissique, adolescente, égocentrique, si tu as réussi à sortir de ça et que tu arrives dans cette phase de questionnement, de transformation, de métamorphose du cocon, et ben en fait, selon lui, c'est la phase critique pour laquelle, en fait, avant, dans les sociétés d'avant, selon lui, on avait tous les stades d'après, les elders, les adultes, les sages, les sages, les adultes initiés. En fait, selon lui, en fait, il parle beaucoup de l'expression It takes a village. C'est-à-dire... ça prend une communauté, un village en l'occurrence. C'est-à-dire qu'avant, la société, ta communauté était là pour t'accompagner. Alors que là, je vais te laisser le dire, mais c'est plutôt l'inverse. La communauté ou le village, il est complètement barré lui-même dans un égocentrisme, matérialisme. Donc ce qui avant t'aidait à progresser, aujourd'hui vient te pousser à devenir un adulte encore plus égocentrique. Est-ce que Ouais, voilà, en gros, pour lui, c'est si tu veux une communauté de gens conscients, bah en fait, il te faut, au niveau individuel, si tu veux, quelqu'un, en fait, il est aussi le reflet de sa société, de sa famille, des gens dans l'environnement dans lequel il a grandi. Et donc... pour Bill Plotkin, il dit aussi beaucoup, en gros, oui, aujourd'hui, on a peu de true elders, de vrais sages. Et aussi, surtout, c'est parce qu'on a très peu de vrais adultes, au sens psychologique. Et l'adultes, j'ai envie de dire, sains et équilibrés, je sais pas si c'est le bon mot, en harmonie avec la société et la nature. Il montre qu'aujourd'hui, en fait, la plupart d'entre nous, la plupart des adultes, sont dans un stade égocentrique. Plusieurs niveaux dans les stades égocentriques et matérialistes. Et donc pour moi, d'avoir lu ce premier livre, ça a vraiment évoqué plein de questions parce que je voyais en arrière, c'est ça que aussi j'invite à lire le livre, parce que quand tu lis les stades, tu peux te voir dans ce stade, tu peux te voir dans l'enfance, très, très bien. Tu peux te voir, voilà. Et moi, je me suis vu dans les stades, je me suis vu dans ma phase oasis, ma phase de découverte que je ressens, d'exploration que je ressens avoir énormément vécu. Et je me suis vu dans cette sorte de moment de transition où mes questions, c'était plus comment je profite à fond de la vie, mais c'était aussi comment je vais plus profondément dans la vie.
c'est quoi mon purpose et pourquoi je suis là, et comment je peux continuer dans ce chemin. Et donc voilà, pour moi ça m'a beaucoup marqué, et j'ai commencé du coup à lire tous ces autres livres. Il y en a d'autres qui sont super intéressants, et ensuite j'ai contacté son organisation. Il a une sorte d'organisation avec des... Lui en fait il est guide, donc où il était guide. Ils ont toute une organisation avec plusieurs guides qui font guides de nature, hein, qui font des expériences dans la nature liées à tous ces travaux de Bill Plotkin sur comment passer dans ces stades, comment naviguer les stades les plus critiques pour chacun à tout stade. Et bref, je suis entré en contact avec une des guides qui s'appelle Rebecca Wildbear, et avec qui on a lancé un travail sur mes rêves. Alors, et donc là, j'entre dans un peu un autre chapitre de ce moment. C'est beaucoup du travail de Bill Plotkin, et surtout de son travail sur la partie cocon. C'est sur développer ton imagination, entrer en contact avec ton inconscient, avec ce qui est en fait en profondeur de toi. Donc tu as ton ego de surface, en gros, qui est notre ego ce qu'il appelle le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est... Ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Voilà, ta vie de tous les jours, ton travail, ton dîner à la maison, ou je sais pas quoi. Et t'as ce qui est en profondeur, ton inconscient, ce qu'on connaît un petit peu de nom, parce que c'est une partie... voilà, il y a eu Carl Jung, il y a eu Freud et tout, il y a eu plusieurs psychologues qui ont travaillé là-dessus. Et donc c'est comment développer ton imagination, parce que l'imagination, c'est selon lui, hein, c'est une des windows of knowing, donc une des fenêtres de savoir. C'est l'imagination qui a été trop attaquée par notre société. Par exemple, aujourd'hui, si t'as un rêve, et que, je sais pas, tu le racontes à quelqu'un, bah c'est un peu genre, ok, c'est juste un rêve, quoi, genre, on s'en fout. C'est un peu ça l'attitude générale de notre société. Alors qu'en fait, selon Bill Plotkin et d'autres avant, c'est chaque rêve dont tu réussis à te rappeler porte un cadeau, ou des cadeaux. Et aussi, ton imagination et ta capacité à ressentir les émotions dans ton corps, à te rappeler de tes rêves, à être en contact avec cette partie-là qui est profondément dans ton inconscient, c'est aussi une façon de communiquer avec la nature. Donc là, il y a plein d'autres... Mais ce que je peux redire sur le côté, donc le travail des rêves, en fait, c'est pas quelqu'un qui dit voilà, t'as eu ce rêve, ça veut dire ça. En fait, le travail sur un rêve, c'est pas du tout ça, en tout cas dans la partie Bill Plotkin. C'est déjà, faut noter tes rêves, faut réussir à t'en rappeler, et dans chaque rêve, après, la guide t'aide à revenir dans le rêve, et la guide est très forte à poser des questions qui vont te faire aller plus profondément dans le rêve. Et chaque rêve, peut-être, peut te faire explorer des choses dans ton inconscient, par exemple, je sais pas, ta relation avec quelqu'un, ou avec quelqu'un de ta famille. Donc il y a toute cette partie un peu psychologie, sur ce que peut t'apporter tes rêves, parce que c'est des portes d'entrée à d'autres discussions plus profondes. Et aussi, dans les rêves, tu peux également... alors ça c'est un petit peu chamanique, tu peux également rencontrer des sortes d'entités qui peuvent être des ressources pour toi. Et des entités, ça peut être t'as rêvé de quelqu'un que tu connais pas, que tu n'as pas vu dans la vraie vie, et cette personne peut devenir une ressource psychologique pour toi, parce que tu peux y faire appel. Par exemple, je peux donner un exemple un peu plus concret, c'est que moi j'avais eu un rêve avec une présence féminine, une femme en gros, qui avait une sorte de vibe très je sais quoi faire, comptez sur moi, et c'était une présence féminine qui savait quoi faire. Je
pas trop comment le décrire plus, mais et en fait, Rebecca, ma guide, m'a montré, mais en fait, cette présence féminine, ça peut être une ressource pour toi, parce que tu peux y faire appel à ce sentiment, à ce feeling, donc c'est pas vraiment mental, c'est quelque chose que en anglais ils disent embody, et donc tu peux embody, je sais pas, en personnalisé ou vivre en soi. Tu peux devenir là, tu peux acter en fait tu veux être un acteur de cette ressource, de cette personne. Voilà, donc après il y a plein de choses à dire sur, sur les rêves. Bon, on sait qu'on pourrait là, je sens que je pourrais t'écouter et qu'on pourrait t'écouter pendant des heures et des heures. On va essayer de conclure un petit peu. D'un côté, c'est une vision du développement. C'est pas du développement personnel, parce que maintenant ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est vraiment une approche qui permet de comprendre et d'observer les différentes étapes de sa vie. Quelque chose qui redonne, une approche qui redonne sa place à la nature et à son rapport entre soi et la nature, avec des outils très très pratiques pour reconnaître les différentes phases, pour bien vivre ces rites de passage. Donc là, par exemple, tu as donné l'exemple de tout le travail sur l'imagination, sur les rêves, qui sont très importants, en particulier dans la phase de transition entre ce que je vais appeler l'adolescence et un adulte harmonieux et équilibré. Et donc voilà, chaque étape donne ça. Encore une fois, moi, ce qui me fascine, c'est que je pense que ça apporte vraiment à la fois une vision globale sur pourquoi on est là, comment on peut trouver sa place, sa niche écologique, mais aussi ça donne des outils très très pratiques. Encore une fois, le côté parent, si tu as des enfants, c'est juste génial, les outils que ça donne, le recul, les outils, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Avant de conclure, moi je sais que tu reviens là, il y a pas longtemps, il y a une semaine, d'une retraite, d'un stage, je sais comment appeler ça, de 5 jours. Est-ce qu'il y a... alors évidemment, ceux qui nous écoutent, ils n'ont pas lu Bill Plotkin pour la plupart, ils connaissent même peut-être pas du tout l'approche intégrale. Est-ce que... c'est quoi le cadeau, le truc pratique que tu voudrais leur dire? Voilà, bon écoutez, si tout ça vous parle pas trop intellectuellement, tiens, voilà le truc que vous devriez faire demain ou le week-end prochain. Ok, alors j'ai peut-être avoir plusieurs trucs. Un des trucs qui pour moi qui est très facile et qui est très abordable, c'est que moi par exemple je médite, alors pas tous les jours mais souvent, et le truc que j'ai appris là-bas dans cette retraite, ou que j'ai réalisé, c'est que la méditation généralement, du coup, comme j'en ai dit, comme on a parlé au début, il y a plein de types, mais souvent c'est de laisser passer les pensées, de ne pas s'y attacher. Et en fait, ce que j'ai appris dans ce travail et cette retraite, c'est une autre forme de méditation qui est plus au contraire de laisser les visions et l'imagination venir à toi et même t'engager dans les méandres d'imagination, de vision que tu peux avoir. Je sais pas, voilà, donc en fait tu restes, tu peux être allongé, tu peux être assis, et plutôt dans une position tranquille. Et même si tu t'endors, c'est bien parce que peut-être que tu vas rêver et tu vas te rappeler de ton rêve et tu vas pouvoir l'écrire pour y penser. Et donc voilà, la pratique c'est d'avoir cette méditation où au contraire de laisser passer les pensées sans s'y attacher, tu vas plutôt accueillir les visions, les sensations, les feelings qui vont émerger si tu restes plus de 5 minutes sans bouger, sans rien faire, sans ton écran de téléphone. Un autre. Une des principales pratiques de ce travail, c'est ce qu'ils appellent le wander, donc la promenade. Et la promenade dans la nature. Donc en fait, si tu réussis à trouver un endroit dans la nature le plus possible naturel, donc l'idéal c'est d'être dans un endroit où tu vas avoir aucun humain ou même aucune construction humaine, mais tu peux aussi le faire dans un parc, dans ta ville. Et l'idée c'est de te connecter, de marcher dans la nature, de passer ou de trouver un endroit qui te parle, que tu ressens qu'il y a quelque chose qui t'attire à cet endroit. Je sais pas, parfois tu trouves il y a un arbre qui fait une sorte d'arche et le fait de le passer, ça fait un peu comme une sorte de porte.
et voilà, c'est un exemple, hein, mais tu trouves un endroit comme ça qui te parle et qui te fait ressentir quelque chose, et tu te connectes à cet endroit. Tu peux communiquer de la manière que tu veux avec un être, une plante, un animal, un rocher. Donc c'est ok de parler aux arbres, de parler aux oiseaux, de parler aux fleurs, c'est ok. Oui, voilà, ça peut paraître vraiment bizarre ou chamanique, et même moi, je me rappelle que quand je l'ai essayé pour la première fois, j'étais genre, bah non, c'est trop bizarre, quoi, c'est awkward quoi en anglais, mais avec cette pratique, tu peux développer en fait ton imagination, développer ta relation avec les autres que humains, et il faut essayer. Ça paraît un peu, ben, ça dépend dans quel cercle tu vis, quoi, mais ça peut paraître complètement bizarre et chamanique, mais ça peut avoir plein d'avantages, et notamment pour développer ta créativité, même pour développer sa créativité, son imagination, qui sont des domaines qui sont en général dans nos sociétés, qui sont trop, je sais pas, mis de côté, ou vus bizarrement, et voilà, c'est pour ça que ça peut aussi mettre un peu mal à l'aise. On t'a oublié quand même un truc, c'est il faut laisser son téléphone à la maison. On part pas dans les promenades comme ça avec son téléphone branché et on vérifie pas ses messages ou son Instagram ou son TikTok toutes les 20 secondes. Ça, c'est un truc super important. Ouais, dans cette retraite, d'ailleurs, j'aimerais bien partager ça parce que ça peut peut-être plaire aux plus jeunes qui voient cette vidéo. C'est que dans cette retraite, pendant 5 jours, l'invitation c'était tu laisses ton téléphone éteint dans la voiture ou dans une autre pièce et tu le rallumeras quand tu as fini au bout de 5 jours. Et pour moi, j'avais jamais, en fait je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas été complètement déconnecté ou même complètement physiquement sans mon téléphone, et pour moi ça m'a apporté beaucoup parce que sur 2 trucs on va dire, enfin j'ai 2 idées. La première c'est que je sentais souvent est-ce que j'ai mon téléphone dans ma poche ou pas, et c'est un réflexe que pour moi ça a été intéressant de le conscientiser, ben, pour comprendre aussi à quel point on est dépendants tous ou presque tous de notre téléphone. Et un autre exemple pour moi que ça m'a apporté, c'est que je crois que même surtout les plus jeunes que j'observe, et moi y compris, on utilise beaucoup notre téléphone comme un moyen de alors j'ai encore un mot anglais, désolé, c'est de self-soothing, un moyen pour... C'est un doudou. Ouais, un moyen pour se relaxer, un moyen pour chiller. Par exemple, les gens de notre génération, et on va regarder YouTube ou encore pire, ou TikTok ou autre, pour un moment, pour se recharger. Mais en fait, c'est pas ça de se recharger. Et moi, je m'en suis rendu compte. Je le savais déjà, mais c'était aussi tout ça le truc de cette retraite. Il y a des trucs que tu sais, mais que tu sais pas forcément dans tout ton corps, que tu comprends pas forcément de manière viscérale. Et même si je savais que mon téléphone, ben ouais, c'est pas super sain la relation que la plupart des gens ont avec leur téléphone, ben, le fait de passer dans cette retraite et de réussir à s'en séparer au moins pour 5 jours, ça m'a énormément aidé à comprendre que... S'ils peuvent pas pour 5 jours, au moins qu'ils essayent pour 1 heure. Ouais, bon, et Valentin, on va conclure. Bon, voilà, j'ai plein de trucs à dire, conclure. mais... Merci, moi j'étais super excité. Merci vraiment. Je pense qu'on a atteint notre but. En tout cas, mon but, c'était de vous donner envie de découvrir. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Valentin, parce qu'il vous a pas dit, mais il a lui-même une histoire de vie géniale qui est extrêmement inspirante. Je vous mettrai les liens si vous avez envie de découvrir ce qu'il fait. Je vous mettrai les liens. Je mettrai le plus de contenu possible, idéalement en français. Quand je trouve pas en français, j'essaierai de traduire ou de vous mettre ce que je peux trouver en anglais. Et puis essayez au moins un truc qu'a partagé avec nous aujourd'hui Valentin, et au moins allez vous promener dans la nature sans téléphone. Vous verrez déjà, je pense que ça peut vraiment vous aider. Et je voudrais rajouter un truc spécial pour voilà, si vous êtes parents jeunes, plus âgés, vous posez des questions. Je trouve que tout est très dur en ce moment quand on est parent, quand on est enfant. Bah voilà, cette histoire, rien que regarder la roue avec les rites de passage, je pense que ça peut vous inspirer. Merci Valentin, Merci c'était top. Bruno. Merci. Salut.